Gros plan sur les mains du narrateur. Il manipule une vieille calculatrice poussiéreuse, puis la repousse avec un certain dédain. La caméra remonte sur son visage, éclairé par une lumière latérale chaude, type bureau de chercheur la nuit. Soyons honnêtes 2 secondes. Pour la plupart d'entre nous, les mathématiques, c'est cette corvée qu'on a subie au lycée. Un langage aride, inventé par des gens en toge ou en perruque pour compter des moutons, diviser des héritages ou calculer si le silo à grains est assez grand pour l'hiver. C'est un outil, non ? Une simple extension de notre cerveau, comme un marteau est l'extension de notre main. On a inventé les règles, on a tracé les symboles, et puis voilà. Une note de basse profonde, mystérieuse commence à vibrer. C'est ce que vous croyez, c'est ce qu'on nous a tous dit. Mais si c'est vrai, si les maths ne sont qu'une fiction humaine, alors j'ai besoin que vous m'expliquiez un petit truc. Un détail qui devrait techniquement vous empêcher de fermer l'œil ce soir. Pourquoi l'univers suit-il nos règles inventées ? Un vide étoilé où flottent des équations lumineuses. Réfléchissez bien à ce que je vous demande. Imaginez des humains, enfermés dans des pièces sombres, gribouillant des gribouillis abstraits sur du papier. Ils ne regardent pas par la fenêtre. Ils ne font pas d'expérience. Ils jouent simplement avec des concepts qui n'ont, en apparence, strictement rien à voir avec le monde physique. Et puis, des siècles plus tard, les physiciens sortent dehors, regardent la réalité à travers des télescopes ou des microscopes, et découvrent que ces gribouillis décrivent la réalité. Pas approximativement, parfaitement. L'auditeur têtu. Attends, c'est juste que les maths sont un bon langage de description, non ? On adapte les formules à ce qu'on voit. C'est nous qui collons les étiquettes sur le monde. Ah, si seulement c'était aussi simple. Si c'était juste du mapping. Mais ce n'est pas le cas. Le monde ne se contente pas de porter nos étiquettes. Il semble obéir à des ordres que nous n'avions même pas encore formulés. Prenez Paul Dirac, 1928. Le gars est en train de s'amuser, si on peut appeler ça s'amuser, à combiner la mécanique quantique avec la relativité restreinte. Il écrit une équation. C'est juste du papier, de l'encre et une gymnastique mentale incroyable. Mais son équation a un problème. Elle fait une tâche. Elle exige l'existence d'une particule qui n'existe pas. Une particule avec la même masse qu'un électron, mais une charge opposée. Dirac n'en voulait pas, de cette particule. Il a tout fait pour s'en débarrasser. Il pensait que c'était une erreur, une anomalie de son jeu mathématique. Mais les maths ont insisté. L'équation hurlait que sans cette particule, rien ne tenait debout. 4 ans plus tard, Carl Anderson observe les rayons cosmiques. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Le positron, l'antimatière. Exactement ce que l'équation de Dirac exigeait. Arrêtez-vous et réfléchissez. Dirac n'a pas découvert l'antimatière dans un laboratoire. Ce sont les mathématiques qui l'ont trouvé en premier. Il a écrit des symboles, et ces symboles lui ont hurlé une vérité sur la structure intime de la réalité que personne n'avait jamais observée. Si les maths sont une invention humaine, comme les échecs ou le Monopoly, ça ne devrait jamais arriver. Si j'invente un jeu, les règles ne s'appliquent qu'au plateau. La réalité ne va pas se réorganiser soudainement pour que les nuages se déplacent comme des cavaliers et les arbres comme des fous. Mais avec les règles mathématiques, l'univers plie le genou, à chaque fois, sans exception. Ce n'est pas normal. C'est un scandale qui se cache sous nos yeux, et on va aller voir jusqu'où ce terrier de lapin descend. Car Dirac n'était pas un coup de chance, c'était un avertissement. Le narrateur marche dans une pièce remplie de vieux écrans cathodiques qui grésillent, puis s'arrête devant un miroir. Il ajuste sa veste, le regard intense. Vous vous dites peut-être que Dirac a eu un coup de chance, un lucky guess cosmique, que c'était une anomalie statistique dans l'histoire des sciences. Laissez-moi vous prouver le contraire. Parce que ce qui est arrivé à Dirac arrive tout le temps. C'est le mode opératoire de l'univers. Voyageons un peu. 1865. James Clerk Maxwell. Un génie écossais un peu trop discret. Il s'attaque à l'électricité et au magnétisme. À l'époque, on sait que ces deux-là s'aiment bien, mais on ne sait pas pourquoi. Maxwell écrit 4 équations. 4.
Elles sont belles, élégantes, presque symétriques. C'est de la poésie en langage mathématique. Mais quand il commence à torturer ses propres équations pour voir ce qu'elles ont dans le ventre, quelque chose d'étrange en tombe. Une vibration. Ces équations prédisent l'existence d'ondes. Des ondes de champs électriques et magnétiques qui oscillent ensemble et se propagent dans l'espace. Maxwell calcule la vitesse de ces ondes théoriques. Il tape un chiffre sur un tableau noir derrière lui. 299 792 458 mètres par seconde. C'est la vitesse de la lumière, à la virgule près. Maxwell réalise alors que la lumière elle-même est une onde électromagnétique. Mais ce n'est pas le plus fou. Le plus fou, c'est que ces équations, ce simple bout de papier, disent que ces ondes peuvent exister à n'importe quelle fréquence. Pas seulement celle de la lumière visible que nos yeux captent. Les maths exigent des ondes invisibles, plus longues, plus courtes. À ce moment-là, personne n'a jamais vu d'onde radio. Personne ne sait ce qu'est un rayon X ou une micro-onde. Ça n'existe pas dans le catalogue de la réalité humaine. Pourtant, les maths de Maxwell disent « Si, ça existe, c'est là, cherchez ». 20 ans plus tard, Heinrich Hertz construit un appareil et détecte les ondes radio, exactement là où les équations de Maxwell disaient qu'elles seraient. Aujourd'hui, vous utilisez ces ondes pour le Wi-Fi, le Bluetooth, votre signal 4G. Tout cela a été prédit par des symboles abstraits avant même que la moindre machine ne puisse les détecter. On n'a pas inventé la radio pour que ça colle aux maths. On a lu les maths et on a découvert que la radio nous attendait depuis le Big Bang. Ok, Maxwell était un crack, mais l'univers est vaste. C'est peut-être juste une coïncidence sur la lumière. Une coïncidence ? Très bien. Allons voir du côté de chez Einstein. 1915. Relativité générale. Ces équations décrivent comment la masse courbe l'espace-temps. C'est une sculpture mathématique de la gravité. Et là encore, les maths font un caprice. Elles disent que si vous mettez assez de masse dans un espace assez petit, vous créez une région dont rien, absolument rien, ne peut s'échapper, pas même la lumière. C'est ce qu'on appelle un trou noir. À l'époque, c'est une pure monstruosité mathématique. Même Einstein n'y croit pas vraiment. Il pense que c'est une bizarrerie de ses calculs qui ne se réalisera jamais dans le monde réel. Et pourtant, un siècle plus tard, en 2019, on prend la photo d'un trou noir. Il ressemble trait pour trait à ce que l'encre sur le papier de 1915 exigeait. Voyez-vous le motif qui se dessine ? Il est perturbant. Des mathématiciens inventent des structures par pure curiosité intellectuelle, pour le plaisir esthétique du jeu. Ils manipulent des nombres imaginaires, des géométries non euclidiennes bizarres où les lignes parallèles finissent par se croiser. Ils se disent « Tiens, c'est une jolie structure mentale, ça ne sert à rien mais c'est rigolo ». Des décennies passent, parfois des siècles. Et soudain, un physicien arrive et s'exclame « Eh, mais c'est exactement comme ça que l'univers fonctionne !» Les nombres imaginaires deviennent essentiels pour comprendre la mécanique quantique. La géométrie abstraite et inutile de Riemann devient la fondation de la cosmologie. L'univers continue de dire oui à nos inventions mathématiques les plus folles. Pourquoi ? Pourquoi la structure la plus profonde de la réalité, celle des atomes et des galaxies, semble-t-elle avoir été écrite avec le même alphabet que celui que nous avons bricolé dans nos têtes ? On touche ici au plus grand mystère de la science. Pas un mystère de laboratoire, mais un mystère métaphysique. Un scandale logique. Il n'y a que deux explications possibles. Et je vous préviens, elles sont toutes les deux terrifiantes. Le narrateur déambule dans une cuisine moderne, très épurée. Il s'arrête devant un plan de travail où sont posés des objets disparates. Une tasse, un jeu d'échecs et un livre de grammaire. D'accord, posons les cartes sur la table. On est face à un mur. Il n'y a que deux sorties possibles à ce labyrinthe mental. Et je vous préviens, elles sont toutes les deux profondément bizarres. Première possibilité. Les mathématiques sont une invention. C'est un outil. On les a créées comme on a créé le solfège pour la musique, ou les règles du football. C'est une construction humaine, un langage pur pour structurer notre pensée. Si vous croyez ça, et c'est la position la plus intuitive, alors vous devez accepter que l'obéissance de l'univers à nos inventions est, au sens littéral, un miracle. Il prend le livre de grammaire et le feuillette avec ironie. Attends, pourquoi un miracle ?
On est intelligent, on a de la logique, c'est normal que ça colle. Vraiment? Réfléchissez. Nos cerveaux ont évolué sur la savane africaine. Notre logiciel interne a été programmé pour 3 choses: trouver des baies comestibles, éviter les prédateurs et naviguer dans des hiérarchies sociales complexes. On est des singes perfectionnés. Rien, absolument rien dans notre survie biologique ne nécessitait que nous comprenions la structure de l'espace-temps ou la théorie des cordes. Imaginez que j'invente une langue de toutes pièces, le Sindarin ou l'elfe du Seigneur des Anneaux. C'est une fiction, on est d'accord? Je l'invente pour m'amuser. Et puis demain, on capte un signal radio venant de l'autre bout de la galaxie, et on découvre que des extraterrestres à 10 000 années-lumière parlent couramment l'elfe. Ce serait absurde, non? C'est pourtant ce qui se passe avec les maths. On invente des structures abstraites dans nos têtes de primates, et l'univers nous répond « Tiens, c'est marrant, c'est justement comme ça que je fonctionne ». C'est une coïncidence tellement monumentale qu'elle défie toute explication rationnelle. Deuxième possibilité, les mathématiques sont une découverte. C'est la thèse platonicienne. Les vérités mathématiques existent indépendamment des humains. Elles sont là, quelque part, dans une sorte de réalité abstraite. 2 + 2 faisait 4 bien avant que le premier organisme unicellulaire ne flotte dans l'océan, et ça fera toujours 4 quand la dernière étoile se sera éteinte. Le théorème de Pythagore était vrai avant Pythagore. Il n'a rien inventé, il est juste tombé dessus en explorant le paysage des idées. L'auditeur têtu. C'est déjà plus logique. On explore le monde, donc on trouve les lois du monde. Ah, mais si tu dis ça, tu acceptes quelque chose d'encore plus dingue. Si les maths sont découvertes, alors les objets mathématiques existent vraiment. Mais où? Comment? Dans quel sens le chiffre 7 existe-t-il? Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le peser, tu ne peux pas le pointer du doigt dans l'espace. Et pourtant, il a des propriétés immuables. Tu peux découvrir que 7 est un nombre premier, comme un explorateur découvre un nouveau continent. Mais ce continent n'est pas fait d'atomes. Il est fait de pure pensée, de pure structure. Il soulève une pièce de l'échiquier, le roi. C'est là que ça devient vertigineux. Si les maths existent de manière indépendante, cela signifie que la fondation la plus solide de notre réalité n'est pas la matière, mais l'abstraction. Que derrière le chaos apparent du monde, derrière le sang, la terre et les étoiles, il y a une architecture invisible, un squelette logique qui préexiste à tout. Je ne sais pas laquelle de ces 2 options est la bonne. Personne ne le sait, même si beaucoup font semblant. Mais voici ce que je sais. La correspondance entre la physique et les mathématiques est trop parfaite pour être un accident. Quand j'écris une équation et qu'elle prédit un phénomène qu'aucun humain n'a jamais observé, et qu'on construit des machines à plusieurs milliards de dollars pour finalement le trouver, je ne suis pas juste en train de faire des calculs. Je suis en train de me brancher sur la source. Il s'approche d'une fenêtre et regarde dehors. Le reflet des arbres se mélange à des formules de calcul intégral projetées sur la vitre. Arrêtez de vous demander si les maths servent à quelque chose. C'est la mauvaise question. Demandez-vous plutôt ce qu'elles nous disent sur la nature même de l'existence. L'univers a une structure profonde. Ce n'est pas un chaos aléatoire, ce n'est pas du bruit blanc, c'est un motif. Et ce motif est exprimable par des relations d'une simplicité désarmante. Saviez-vous que la même loi mathématique, la loi de l'inverse du carré, décrit comment la lumière faiblit avec la distance, mais aussi comment la gravité attire les planètes, comment les forces électriques agissent entre les charges, et même comment l'intensité du son diminue. Une seule et même formule pour des domaines qui n'ont, en apparence, rien à voir. La nature se répète, elle bégaye, et les mathématiques sont l'écho de cette répétition. Rien n'obligeait l'univers à être compréhensible. Il aurait pu être un vacarme insensé, un code indéchiffrable. Mais il a choisi la clarté. Ou plutôt, il a une structure telle que 3 kilos de tissu humide à l'intérieur de votre crâne sont capables de la saisir. C'est le plus grand mystère de tous, non pas que nous ne comprenions pas l'univers, mais que nous le puissions. Cadrage. Le narrateur est assis dans une bibliothèque sombre entourée de globes terrestres et de vieilles cartes maritimes. Il tient une loupe à la main, observant les détails d'une carte du XVIIe siècle.
On arrive au point de rupture. C'est ici que votre vision du monde doit basculer. Si vous pensez encore que c'est une coïncidence, c'est que je n'ai pas été assez clair sur l'ampleur de la bizarrerie. Le physicien Eugène Wigner appelait cela « déraisonnable efficacité des mathématiques ». Le mot important, c'est « déraisonnable ». Il n'y a aucune raison logique pour que ça marche aussi bien. Mais attends, c'est peut-être juste un biais de confirmation. On ne voit que les fois où les maths marchent. On ignore les millions de théories foireuses qui n'ont jamais rien prédit. On plaque nos schémas sur le réel parce qu'on déteste le chaos. Il lève les yeux de sa loupe, un sourire en coin. C'est l'argument classique. On voit des visages dans les nuages, donc on voit des équations dans les étoiles. Mais il y a une différence fondamentale entre voir une forme de lapin dans un cumulus et prédire l'existence exacte de l'antimatière ou des ondes radio avec 10 chiffres après la virgule. Les nuages ne vous donnent pas la technologie pour construire un smartphone. Les équations, si. Imaginez que vous commandiez un costume sur mesure par téléphone sans donner vos mensurations. Vous donnez juste quelques chiffres au hasard ou basés sur une obscure suite logique qui vous plaît esthétiquement. Le tailleur vous envoie le costume, vous l'enfilez, il vous va parfaitement. Pas une seule retouche. La longueur des manches, la largeur des épaules, tout est au millimètre près. Vous vous dites, c'est de la chance. Le lendemain, il vous envoie des chaussures, un chapeau, une montre. Tout tombe pile. À quel moment arrêtez-vous d'appeler ça de la chance pour commencer à appeler ça une connexion mystérieuse ? C'est là que le paradoxe devient une barrière infranchissable pour notre bon sens. Si les maths sont une invention de notre esprit, cela signifie que l'esprit humain possède une clé secrète pour déverrouiller l'univers. Mais pourquoi ? Pourquoi l'évolution nous aurait-elle donné la clé d'un coffre-fort que nous n'étions même pas censés trouver ? Et voici la limite, le grand paradoxe de Gödel. Même dans notre propre système mathématique, il y a des vérités que nous savons vraies, mais que nous ne pouvons pas prouver. Les mathématiques elles-mêmes nous disent qu'elles sont incomplètes. Et pourtant, l'univers, lui, semble complet. Il ne bégaye pas, il ne s'arrête pas parce qu'il a trouvé une division par zéro. Il continue sa danse avec une précision qui frise l'insolence. Il y a une hypothèse encore plus radicale, une idée qui vous retourne le cerveau pour de bon. Et si l'univers n'était pas décrit par les mathématiques ? Et si l'univers était des mathématiques ? C'est ce que suggère le physicien Max Tegmark. Dans cette vision, il n'y a pas de matière à proprement parler. Les électrons, les quarks, les galaxies, ce ne sont pas des objets qui obéissent à des lois. Ce sont des structures mathématiques qui se manifestent. Quand vous touchez une table, vous ne touchez pas de la substance solide. Votre cerveau interprète une interaction de champs de force, qui sont eux-mêmes des solutions d'équations. La réalité serait l'ombre projetée d'un objet mathématique pur. C'est de la science-fiction, là, on n'est pas dans la matrice. Peut-être, mais comment faire la différence ? Si vous vivez dans une simulation informatique, tout ce que vous voyez est du code. Si vous étudiez ce code de l'intérieur, vous l'appellerez physique. Si vous comprenez la logique du code, vous l'appellerez mathématique. Le fait que nous puissions lire le code source de l'univers suggère que soit nous avons un lien de parenté direct avec le programmeur, soit la réalité est beaucoup plus abstraite que ce que nos sens de primates nous hurlent chaque matin. Mais attendez, avant de vous laisser avec cette crise existentielle, il reste une dernière étape. Car au-delà du choc logique, il y a une dimension que l'on oublie souvent, une dimension émotionnelle. Ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de beauté. Et c'est là que tout prend son sens. Le narrateur est maintenant à l'extérieur, sur un balcon ou une terrasse, alors que le soleil se couche. Les lumières de la ville s'allument en contrebas, créant un réseau géométrique de points lumineux. Il ne regarde plus ses livres, il regarde l'horizon. On finit souvent par croire que les mathématiques nous éloignent de la réalité, qu'elles sont froides, désincarnées, qu'elles retirent la poésie du monde pour la remplacer par des variables. Mais c'est exactement l'inverse. Regardez ce coucher de soleil. Vous pouvez y voir une explosion de couleurs, une émotion brute. C'est vrai. Mais vous pouvez aussi y voir la réfraction de la lumière, la courbure de la Terre
et les lois de la thermodynamique qui font brûler cette étoile à des millions de kilomètres. Savoir que tout cela répond à une logique implacable ne gâche pas le spectacle. Ça lui donne une profondeur vertigineuse. Il se tourne vers l'auditeur, le ton est calme, presque apaisé. L'auditeur têtu, mais du coup, on n'est que des spectateurs d'une machine qui tourne toute seule. Ça nous rend minuscules, non? Minuscules? Au contraire, regardez le chemin parcouru. Nous sommes une espèce de primates dont les ancêtres luttaient pour ne pas finir en hors-d'œuvre pour un prédateur. Et pourtant, en quelques millénaires, ce tissu humide de 3 kilos logé dans votre crâne a réussi à décoder le langage de la création. Vous pouvez écrire une équation sur un morceau de nappe dans un café, et cette équation régit le mouvement de galaxies situées à des milliards d'années-lumière, des particules trop petites pour être vues, et des processus qui durent plus longtemps que l'âge de l'univers. Ces équations fonctionnent, partout, tout le temps, sans exception. C'est là que se niche le véritable sacré. Ce n'est pas un miracle surnaturel qui brise les lois de la nature. C'est un miracle bien plus profond. Le fait que la nature ait des lois, et que nous puissions les lire. L'univers n'est pas un chaos de bruit blanc. C'est une partition. Et nous sommes les seuls musiciens capables de l'interpréter. La nuit tombe tout à fait, révélant les étoiles. La prochaine fois que vous verrez une formule mathématique, ne voyez pas des symboles abstraits et ennuyeux. Voyez une fenêtre. Quelqu'un, un jour, a tracé ces signes sur du papier, et l'univers a dit « oui ». C'est un moment de communion pure entre l'esprit humain et le tissu même de l'existence. Vous ne vous sentez pas plus lucide? Savoir que sous le chaos apparent de votre vie, de la météo, de la politique et des battements de votre cœur, il existe une structure élégante, stable et éternelle. Que vous soyez là ou non, le motif reste. Mais vous avez la chance incroyable d'être ici, maintenant, pour le contempler. Le plus grand mystère de la science, ce n'est pas qu'on ne comprenne pas tout, c'est que nous soyons capables de comprendre quelque chose. Que l'univers soit intelligible est un cadeau que nous n'avons pas mérité, mais que nous avons le devoir d'explorer. Si cette vidéo vous a fait douter de ce que vous pensiez savoir, si elle a fait basculer votre regard sur le monde, alors vous êtes exactement là où vous devez être. On ne cherche pas les réponses faciles ici, on cherche les vraies. Celles qui font mal au crâne, mais qui font briller les yeux. Alors, si vous voulez continuer à voir le monde tel qu'il est vraiment, et pas seulement tel qu'il en a l'air, abonnez-vous à Feynman Physics. Le voyage ne fait que commencer.